Donc on va commencer. Du coup, moi je me présente, donc je suis Céline Lefebvre-Jolibois de la Chambre d'agriculture de la Marne, donc animatrice du VDV de la Marne et conseillère en viticulture biologique. Et du coup, pour ce webinaire, je suis accompagnée de ma collègue Isabelle Renard, qui est également animatrice du VDV de la Marne et référente sur la partie phyto pour les chambres du vignoble champenois. Voilà. Donc là, l'idée pour cette petite présentation, c'est de faire un petit point sur la réglementation et puis ensuite d'aborder la protection mildiou oïdium, donc ce qui change un peu à partir de cette année, et puis les préconisations en gros qu'on peut faire, en tout cas les points à bien prendre en compte. L'idée, c'est vraiment de vous donner les infos principales. Évidemment, en moins d'une heure, on n'aura pas le temps de rentrer dans des gros détails. Nos réunions préco durent à peu près 2-3 heures en général. Donc là, en 30 minutes, on n'aura pas le temps de faire grand-chose. Mais voilà, de vous donner les infos principales et puis du coup de quand même garder un temps à la fin de la réunion pour répondre à vos questions. Donc voilà. Du coup, on va commencer avec la partie réglementation. Donc, je laisse la parole à Isabelle là-dessus. Bonjour à tous. Donc oui, on va commencer par la partie arrêté riverain. Vous savez que depuis le 1er janvier 2020, il y a des distances de sécurité riverain à respecter et que un nouvel arrêté est paru en début 2022 avec des changements pour la campagne dernière. La principale incluait l'intégration des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements, en plus des habitations qu'on avait jusqu'à maintenant dans l'arrêté. Les chartes ont été réécrites en 2022, en juillet. Elles sont actuellement toujours valables, elles sont toujours publiées sur les sites de la préfecture pour les 3 départements Marne, Aisne et Aube. Par contre, elles sont de nouveau contestées par des associations. Donc pour l'instant, elles restent valables pour la campagne 2023, mais à ce jour, je ne sais pas vous dire exactement pour combien de temps. Il était attendu aussi dans le nouvel arrêté de l'année dernière, c'était l'intégration. Excusez-moi, problème dessus. C'était l'intégration d'une distance de sécurité pour les produits CMR2. Alors, à ce jour, sur ce point-là, on n'est pas vraiment plus avancé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il avait été demandé aux boîtes phyto de faire une demande auprès de l'ANSES, donc qui gère les homologations des produits pour la France, de faire une demande de mise à jour de l'AMM pour les produits CMR2. Certaines firmes ont fait la demande auprès de l'ANSES, d'autres ne l'ont pas fait. Les produits pour lesquels aucune demande n'a été déposée courant 2022, ces produits-là se sont vus attribuer par voie réglementaire une DSR de 10 mètres non réductible, même si vous avez la pulvée qui, en théorie, vous permet de réduire à 5 mètres la DSR. Donc, les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé, on a une DSR de 10 mètres normalement applicable depuis le 1er octobre. Le nouvel arrêté avec la liste de ces produits-là qui sont concernés a été mis en consultation publique fin novembre jusqu'au 18 décembre.
Le problème est que depuis, il n'y a eu aucune communication du gouvernement et aucune confirmation de ce que devient la DSR pour les produits CMR2. Donc le Conseil d'État a demandé au gouvernement de faire des publications officielles dans un délai de 2 mois. Le délai de 2 mois est écoulé depuis hier. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Donc, ce qui fait qu'en l'état actuel des choses, on a une liste de produits qui ont en théorie une distance de sécurité de 10 mètres qui comprend, donc non compressible, qui comprend quelques produits, quelques antimildiou à base de Folpel, enfin la plupart des antimildiou à base de Folpel, mais sans confirmation. Pour tous les autres produits qui ne sont pas dans cette liste qui avait été mise en consultation publique, à ce jour, s'il n'y a pas de DSR de préciser dans l'AMM, on reste sur du 10 mètres réductible. Alors par contre, dans 1 jour, 2 jours, 1 semaine ou 1 mois, peut-être que les choses auront changé. Donc soyez vigilants sur l'application des produits CMR2 cette année, à vérifier si vous ne vous retrouvez pas coincé avec une DSR non réductible. Deuxième point réglementaire sur lequel on voulait revenir, c'est le nombre d'applications et les doses de produits. Il y a un certain nombre de produits qui ont des numéros d'homologation différents, mais qui sont de composition complètement identiques. Si ils sont considérés comme similaires, ils doivent être gérés comme tous de la même façon, comme s'ils ne formaient qu'un seul et même produit. Donc, on vous recite l'exemple là parce que ça fait partie des produits qui ont un peu le vent en poupe depuis quelques années. Les spécialités à base de phosphonates, les LBG pertinents, étonnants. Vous voyez sur la diapo, ils ont tous des numéros d'homologation différentes. Par contre, ils sont considérés comme similaires. Donc, c'est normalement 5 applications pour l'ensemble des produits, avec en plus un délai minimum à respecter entre 2 applications. Autre point, stade phéno minimum maximum à respecter aussi pour certains produits. Attention à bien en tenir compte, hein. C'est le cas pour les produits qu'on vient de citer avant, qu'on ne peut pas appliquer avant le stade 6 feuilles étalées. Le nombre de jours entre 2 applications, je l'ai déjà dit. Et après, il y a des restrictions sur les quantités de matière active dans les homologations à ne pas dépasser. Donc, pour le cuivre, avec la mention SPE1, Céline y reviendra tout à l'heure. Des quantités de Folpel pour certains produits, limitées à 11 kg par hectare et par an, et l'acide phosphonique qui est la substance le métabolite issu des phosphonates de potassium ou disodium phosphonate ou phoséthyl d'aluminium. Juste pour vous citer en exemple, hein, donc les produits à base de Folpel dans la colonne de gauche qui vous limitent à 11 kg par hectare et par parcelle de Folpel si vous les utilisez. Et puis dans la colonne de droite, vous avez les produits à base de phosphonate qui, pareil, vous mettent comme limite maximum 10 kg d'acide phosphoreux par hectare et par an. On va passer au cuivre. Alors, sur le cuivre, c'était pour vous rappeler la réglementation qui s'applique maintenant pour tout viticulteur, qu'il soit en bio ou pas, hein. Avant, c'était vraiment une quantité limitée dans le règlement bio et maintenant, c'est une réglementation européenne générale.
Pour rappel, le cuivre, il sera revu fin 2025. Donc là, on est encore au moins 3 campagnes à rester sur la même base réglementaire au niveau molécule cuivre au niveau européen. Donc actuellement, dans le texte européen, c'est bien 4 kg de cuivre métal par hectare et par an, en moyenne lissable sur 7 ans. Donc, ce qui fait qu'en fait, en 7 ans, il faut pas dépasser 28 kg de cuivre par hectare. Un petit point d'attention, ces 28 kg, ils sont calculés à compter de la campagne 2019. Donc c'est vraiment sur cette période 2019-2025 qu'il ne faudra pas dépasser les 28 kg. Ce qui a été fait avant, c'était sur l'ancienne réglementation, donc c'est pas comptabilisé de la même façon. Donc juste un petit point d'attention aussi, si par exemple un vigneron lance sa conversion bio en 2023, le cuivre appliqué en 19, 20, 21, 22 sera comptabilisé dans le total des 28 kg. Hein, ça compte bien pour tout le monde. Sauf que du coup, ça c'est la réglementation européenne et en France, on a des produits, des spécialités commerciales qui ont une mention SPE1 dans leur autorisation de mise sur le marché. Qui en fait interdit la possibilité d'augmenter au-delà de 4 kg dans l'année où on a utilisé les produits. Donc en fait, la phrase, c'est vraiment, voilà, c'est pour protéger les organismes du sol. Il ne faut pas appliquer le produit ou tout autre produit cuprique. Hein, donc à partir du moment où on a utilisé un produit avec la mention SPE1, on ne doit pas dépasser 4 kg de cuivre à l'hectare dans les parcelles qui ont reçu ce produit. Donc vous avez les exemples des produits qui ont cette mention. Pas de nouveauté cette année, en tout cas. Donc des produits 100% cupriques hein, qui sont autorisés en bio, comme les cuproxate, Maniflo, la bouillie Cafaro, et puis les derniers sortis Cobber, Cuprocol et Erwan. Mais attention, il y a aussi des produits avec du cuivre en mélange avec une molécule chimique, donc aux oxamides par exemple, avec les lectices bleues, la Malinflo, qui ont aussi cette mention et qui apportent quand même une certaine quantité de cuivre quand ils sont appliqués en pleine dose. Donc voilà, quand on applique ces produits-là, on ne doit pas dépasser les 4 kg dans l'année. Alors vous vous rappelez peut-être qu'en 2021, il y avait eu une modification acceptée au niveau national pour augmenter la quantité à 5 kg pour les produits SPE1. Mais c'était vraiment ponctuel. Je pense qu'il ne faut pas trop se baser ou espérer que ça passe à chaque fois qu'on a une année compliquée. 2021, c'était vraiment général. Hein. Le mildiou, vaut mieux se dire que c'est 4 kilos. En tout cas, tous ces points réglementaires sont repris dans les guides qu'on édite au niveau des chambres vignobles champenois. Vous connaissez sûrement le Mémo Vigne, donc qui est vraiment un guide de poche avec tous les produits référencés en Champagne. Et puis le technique GDV qui est réservé aux adhérents des GDV, où on reprend vraiment tout en détail aussi. Et vous avez un exemple du tableau des mélanges, donc anti-mildiou, anti-oïdium, les mélanges autorisés ou pas, avec leur délai de rentrée. Donc voilà, ça c'était la petite partie réglementaire. On va passer maintenant sur les stratégies de protection contre mildiou et oïdium. On va commencer par le mildiou et je repasse la parole à Isabelle pour les matières actives. Oui, donc un petit point sur les changements en 2023 par rapport à la campagne dernière au niveau de quelques matières actives. Le diméthomorphe, donc matière active de la famille des CAA, probablement la plus ancienne de ce groupe chimique-là. Elle a été classée H360F en 2021, ce qui fait que toutes les spécialités commerciales qui contiennent cette matière active-là, donc vous les avez indiquées là dans le tableau, qui est un extrait du Mémo Vigne. Toutes les spécialités commerciales ont été classées H360F en décembre dernier, ce qui veut dire que tous les produits sont classés CMR 1, ce qui a pour conséquence l'interdiction
de ces antimildiou en mélange avec tout autre produit. Donc, vous ne pouvez plus les mélanger avec un anti-oïdium, ni même avec un simple adjuvant. Et en plus, le nouveau référentiel HVE interdisant l'utilisation des produits CMR1, vous ne pouvez plus les utiliser non plus si vous êtes certifié HVE. Alors, il reste d'autres produits à notre disposition dans le groupe des CA, mais ils ne sont pas non plus hyper nombreux. Donc, ça repute quand même d'un certain nombre de spécialités commerciales qui pouvaient, pour certaines, être assez intéressantes, notamment celles associées au Métiram, le Forum Top, le Grip Top. On avait, dans ce cas-là, un produit qui n'était pas CMR. Autre matière active pour laquelle on a des changements, le Métiram, donc matière active de contact, qui nous était bien utile et qui n'était pas CMR. Elle devait être réapprouvée en janvier 2023, sachant que la firme avait peu d'espoir que la réhomologation soit possible. On vient d'apprendre que c'était de nouveau reporté d'1 an. Par contre, on ne sait absolument pas quand est-ce que le dossier sera examiné par l'ANSES. Donc, les produits, si vous avez des produits en stock chez vous, vous pouvez les utiliser sans problème pour la campagne 2023. Par contre, pour l'instant, on n'a aucune certitude sur l'avenir de la molécule, donc sur le fait que vous puissiez les utiliser encore en 2024 si les produits repassent à l'homologation dans les prochains mois. Si l'ANSES examine le dossier seulement en janvier 2024, ce sera probablement bon parce qu'on aura normalement un délai d'écoulement des stocks chez le distributeur et vous encore un délai supplémentaire pour l'utiliser. Par contre, si l'ANSES examine le dossier Métiram dans 3 mois, peut-être que pour 2024, vous ne pourrez plus les utiliser. Donc, normalement, chez les distributeurs, les firmes ayant beaucoup moins produit de spécialités commerciales à base de Métiram dans la crainte du non-renouvellement de l'homologation, il n'y a normalement pas énormément de produits à base de Métiram chez les distributeurs, de toute façon. On va passer maintenant aux recommandations des produits par rapport aux analyses résistance qui ont été faites cette année. Alors, dans ce premier tableau, là, la première ligne, vous avez tous les produits de contact qui ne sont pas concernés par les résistances. Donc, pas de recommandations particulières, si ce n'est les choses qu'on a déjà évoquées pour le cuivre ou le Folpel, avec les mentions SPE1 pour le cuivre. Et à quand même respecter les nombres d'applications qui sont fixés dans les AMM. Sur les 3 lignes suivantes, les CA, les anilides et le simoxanil, il n'y a pas eu d'analyse résistance de fait cette année, parce que la résistance est bien implantée depuis pas mal de temps maintenant. Par contre, on a souvent dans les produits la matière active qui est associée avec une autre, souvent une molécule de contact, ce qui fait que les produits ont encore un certain niveau d'efficacité. Donc c'est pour ça qu'on autorise encore l'usage de deux traitements pour chacune de ces familles chimiques-là par an. Sur ces matières actives-là, l'oxatiapiproline, donc vous connaissez sûrement plus le nom de la spécialité commerciale, le Zorvec, c'est la 20. Vous savez que c'est une matière active qui n'est pas très ancienne, hein, ça fait quelques années seulement qu'elle est utilisée au vignoble.
C'est probablement la matière active la plus efficace qu'on ait à notre disposition à l'heure actuelle. Par contre, on sait qu'elle est très à risque au niveau développement de résistance. Donc même si dans l'AMM, il est autorisé d'en faire 2 applications par an, en termes de recommandations, on vous conseille très vivement de ne pas dépasser 1 application par campagne et surtout de ne pas l'utiliser en pompier une fois qu'il y a déjà du mildiou partout dans la parcelle, parce que de toute façon, ça interviendra trop tard et c'est là que ça risque de plus faire de mal pour le développement des résistances. La matière active Zoxamide que vous retrouvez dans les produits les plus utilisés, Electis Bleu, Amaline Flow, Ampexio. Pour l'instant, il n'y a pas de résistance en Champagne. Donc on reste, nous, à 3 traitements max par an, même si dans certaines autres régions viticoles en France, ils ont limité à 2 parce qu'ils ont déjà ils ont détecté des résistances. La matière active fluopicolide contenue dans le profiler. Vous connaissez le problème des résistances implantées depuis quelques années. Les prélèvements de cette année ont montré, malgré une forte baisse des utilisations, encore une augmentation des fréquences de parcelles concernées par la résistance. Donc la préconisation, c'est vraiment de limiter à 1 traitement maximum par an et en année où les risques sont élevés, de ne pas l'appliquer du tout. C'était déjà la recommandation faite en 2021. Certains les ont utilisés au plus mauvais moment cette année-là. Ils s'en sont un petit peu mordus les doigts après. Donc voilà, en cas de forte pression, on évite les produits à base de fluopicolide. Pour les produits à base de thiazofamide, c'est un petit peu la même chose. Il y a de la résistance depuis là un petit peu plus longtemps que pour le profiler. On a aussi des baisses d'efficacité qui sont constatées au vignoble. Par contre, on reste à 2 traitements maxi par hectare et par an, sachant qu'il y a le produit Viderio F dans lequel la matière active est associée au Folpel et où du coup on maintient un certain niveau d'efficacité. Et puis la méthoctradine dans les produits Enervin Active au Resplendre. Il y a un petit peu de résistance depuis quelques années, mais ce niveau de résistance évolue pas. Il reste stable et faible. Donc, on maintient l'utilisation possible une fois par an. Et puis, il y a toute une catégorie de produits dont on n'a pas parlé là dans le tableau précédent, c'est les produits de biocontrôle. Donc, il y a une catégorie de produits qu'on vous conseille, enfin, qu'on ne vous déconseille pas en tout cas. C'est ceux à base de phosphonates. Donc là, qui ne sont pas limités par rapport à un problème d'éventuelle résistance. C'est juste les nombres d'applications dans les AMM qu'il convient de respecter. Et c'est les produits pour lesquels, dans les essais, on a toujours constaté une efficacité partielle de ces matières actives-là. Alors, on n'est pas du tout au même niveau qu'un produit classique, mais on a quand même systématiquement une efficacité partielle, donc ils sont conseillés toujours en association avec un autre produit sous-dosé. Et puis dans l'encadré rouge, c'est tous les autres produits de biocontrôle qui, là, sont pas du tout au même niveau d'efficacité. Dans les essais, c'est vraiment très faible et très irrégulier. Donc, c'est pas forcément des produits sur lesquels c'est pas forcément des produits qu'on vous conseille d'intégrer dans vos programmes de traitement. Alors avec tout ça, comment on gère un programme de
protection en conventionnel. Il faut à la fois gérer le niveau d'efficacité du programme et puis gérer le risque de développement de résistance. Vous avez vu que dans les tableaux, il y a quand même la majorité des matières actives qui sont concernées par des résistances. Le nerf de la guerre, c'est d'éviter que l'épidémie s'installe avant la fleur. Donc pour ça, il faut que le début du programme soit assez costaud, dans le sens qu'une fois que le mildiou est installé, on l'a vu en 2021, si la météo n'est pas avec nous, ça va être très compliqué d'enrayer la machine. Et donc il faut blinder entre guillemets le début du programme. Donc on voit depuis quelques années apparaître beaucoup les produits à base de phosphonates dans les programmes. Il y a eu beaucoup d'essais qui ont montré qu'à partir du stade grain de pois, ils ont une efficacité très très intéressante, mais maintenant ils sont souvent intégrés en début de programme dans un objectif de réduire un peu l'IFT et puis aussi d'utiliser des produits non CMR. Alors ça amène un petit peu à des aberrations dans certains programmes de traitement où les phosphonates sont parfois associés à des mildicuts ou profilers. Donc l'objectif en cas d'association comme celle-là, c'est de renforcer l'efficacité du mildicut, du profiler, mais l'efficacité des phosphonates est pas assez forte pour vraiment pallier à la résistance de ces deux produits-là. Et puis on attire aussi votre attention sur les associations qui sont faites avec des cuivres. Parfois, les doses de cuivre qui sont utilisées sont vraiment très faibles. C'est un petit peu calé sur ce que les bio font. Par contre, avec des cadences de traitement qui restent plus proches d'une protection conventionnelle que de ce que font les bio. Donc attention, si vous associez du cuivre au phosphonate en début de programme, à pas trop sous-doser. On a eu des cas aussi de gros échecs en 2021 sur des associations phosphonate-cuivre. Et puis attention aussi aux cadences de renouvellement. Alors, c'est pas toujours très simple puisqu'il y a un délai de minimum à respecter entre deux applications si vous utilisez deux fois le même produit. Mais il faut avoir conscience qu'il faudrait quasiment renouveler à chaque fois qu'il y a deux nouvelles feuilles de former si on a des pluies qui peuvent être contaminatrices pendant cette période-là. Alors, comment on fait pour blinder, comme je vous ai dit tout à l'heure, le début du programme? Alors, les bons produits à notre disposition, c'est l'Enervin, le Privest. Sachant que je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le risque de disparition du méthyram, il y avait peu de fabrication de produits. Donc, d'après la firme, il n'y aura pas de produits pour traiter toute la Champagne en 2023. Donc, je pense que ce sera les premiers arrivés, les premiers servis chez les distributeurs. La spécialité Zoxamide, on a donc les Electis bleus, les Ampexio, qu'on a souvent tendance à voir en fin de programme, pourrait peut-être être réintégré plus tôt, avant la fleur, sachant que cette matière active-là, de toute façon, est très très efficace au niveau des grappes. Donc ce ne serait pas du tout incohérent de changer un petit peu les habitudes de traitement et de les mettre plus tôt. Le deuxième point sur la diapositive, éviter le positionnement à un stade unique. Il vise directement le Zorvexélavin. On sait sujet à un risque de développer rapidement des résistances et on ne voudrait pas qu'il se passe avec cette matière active-là la même chose qu'avec le profiler, où en fait, pendant toutes les années où il a été beaucoup utilisé, tout le monde le faisait quasiment au même stade phéno. Et en l'espace de 10 jours, il y avait toute la Champagne qui recevait un profiler. Ça a sans doute joué dans le développement rapide des résistances. Donc,
attention à faire en sorte, alors c'est facile à dire comme ça, faire en sorte que tout le monde n'applique pas les mêmes produits au même moment. Et puis pour préserver les molécules que l'on sait à risque de développer des résistances, il ne faut pas les mettre en situation compliquée, c'est-à-dire ne pas les mettre après des produits déjà concernés par la résistance ou peu efficaces. Donc si je devais vous citer un exemple, c'est ne mettez pas de Paxorvec après avoir fait un Mildicut ou un Profiler. Je passe la parole à Céline. Du coup, je fais juste un petit point gestion d'un programme mildiou en bio. Donc rapidement, effectivement, des choses qu'on rabâche un peu à chaque fois, mais qui sont juste hyper importantes. Avant de penser à utiliser des produits de contact type cuivre ou soufre, il faut déjà bien gérer la vigueur de ces vignes. Ça passe par l'entretien du sol, par la fertilisation, par la taille. Si les vignes sont beaucoup trop vigoureuses, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui est une vigne en distance riverain qui est passée en bio, enfin, clairement ça marche pas du tout quand c'est comme ça. Parce que du coup la vigne est beaucoup trop vigoureuse, du coup plus sensible aux maladies de base, et puis parce que on a un microclimat à l'intérieur du rang qui est pas du tout qui est plutôt même très favorable au développement, que ce soit du milieu ou de l'oïdium, qui va rester très humide, très ombragé. Donc tout ce qui est bourgeonnage, bien gérer le palissage, réfléchir l'essimage et cérognage. Les feuillages précoces, c'est une technique qui marche aussi très bien. Et tout ça pour créer un microclimat moins favorable et aussi que par la pulvérisation soit beaucoup plus efficace et atteigne les grappes et les faces inférieures des feuilles. Donc ça, c'est vraiment la chose de base quand on veut traiter en bio. Autre aspect, une fois qu'on a une vigne qui est quand même voilà, avec une vigueur correcte, la pulvérisation, hyper important. Donc, on travaille avec des produits de contact, donc ce qui est traité est protégé, ce qui n'est pas touché n'est pas protégé. Donc le matériel est hyper important. Nous, en bio, on conseille vraiment d'avoir des pulvérisateurs avec des descentes dans les rangs plutôt que par le dessus, si possible, et bien régler. Donc chaque année, bien vérifier ces réglages. Ses bus, ses débits, s'il n'y a pas de bouchage, d'usure, puis bien vérifier qu'on atteint bien la zone des grappes avec sa pulvée. Et puis évidemment les conditions de traitement, hein, s'il y a du vent et qu'on perd déjà pas mal de produits par le vent alors qu'on fait déjà des doses de cuivre assez faibles, voilà, on va pas être hyper efficace. Et puis bien suivre la pression, que ce soit dans son vignoble, et globalement aussi dans le vignoble champenois. Donc, ça passe par de l'observation dans les parcelles. Je pense qu'on ne peut pas trop y couper. On connaît en général les parcelles, ces parcelles les plus sensibles, mildiou ou oïdium. Et puis bien suivre la météo passée, donc pour tout ce qui va être lessivage, mais aussi les prévisions. Et puis éventuellement voilà, recevoir des messages techniques qui font un peu le point sur ce qui se passe au vignoble et puis les préconisations qui peuvent être données. En tout cas, le maître mot sur la protection mildiou en bio, c'est d'être réactif. Donc, il faut pouvoir partir traiter à peu près n'importe quand. Donc, être disponible ou que le tractoriste soit disponible, mais aussi pouvoir passer quand les parcelles sont fraîches après une pluie. Voilà. Donc, le cuivre, c'est préventif. On traite avant les pluies parce que c'est les pluies qui créent la contamination. Et c'est hyper important de bien penser à la pousse. Donc la vigne, elle est tout le temps en train de bouger. Donc tenir compte de la croissance du végétal, les nouvelles feuilles, l'élargissement des feuilles, mais aussi tout ce qui touche aux inflorescences qui bougent extrêmement vite. Et surtout un moment crucial qui est l'encadrement de fleurs, où on a la chute des capuchons floraux. Et les petites baies qui étaient sous les capuchons n'ont pas reçu le produit, donc sont hyper sensibles.
Et puis ensuite, ce sont les baies qui grossissent, même si elles perdent un peu de sensibilité au mildiou. Donc, le début de la protection sur un programme bio, c'est avant la première contamination. On essaye d'éviter que l'épidémie s'installe dans la parcelle. Les doses, on les adapte à la végétation et à la pression. Donc, on va être entre 100 et 400 grammes de cuivre. Donc, on va dire qu'en début de campagne, autour de 8 feuilles, on va être à 150 grammes. Et puis, on va augmenter petit à petit jusqu'à 300, 400 grammes autour de la fleur quand on est en pleine végétation. Et puis, selon la pression qu'on a après dans la parcelle, on maintient un niveau élevé ou on peut rebaisser un peu comme l'année dernière, autour de 200, 250 grammes. Sur les formes de cuivre, il n'y avait pas de réelle différence dans les essais. Le comité Champagne, a priori, a fait des essais l'année dernière et aurait des résultats entre différentes spécialités commerciales. Donc, on n'a pas plus d'infos, mais on attend avec impatience leurs résultats. Et puis pour les renouvellements, donc on renouvelle si on a eu un lessivage, donc 15-20 mm de pluie, et puis si ça a poussé. Donc il faut faire vraiment très attention entre le délai où on a fait notre dernier traitement et par exemple s'il pleut 6 jours après mais que la vigne a pris 2 feuilles, et c'est conseillé de repasser dans la mesure du possible ou au moins de faire un intercalaire sur grappe. En 2021, dans certains secteurs, type montagne de Reims, ça avait vraiment permis de sauver une grosse partie de la récolte entre les vignerons qui étaient repassés 4-5 jours d'intervalle juste avant la pluie qui a fait plus de contamination. Donc ça, il faut vraiment bien prendre ça en compte. Donc voilà, c'est vraiment rappeler ce qui est hyper important. On va passer sur la partie protection contre l'oïdium. Alors pour l'oïdium, hein, il y a toujours les éternelles mêmes questions par rapport aux dates de début des traitements, aux efficacités des produits et au raisonnement en fait de la stratégie de traitement. Donc pour raisonner la stratégie, hein, il y a des OAD qui sont en cours de validation. Hein. Je vous en ai cité quelques-uns là sur la diapo. Il y a des modèles, il y a les suivis qui sont assurés par le comité Champagne, les suivis de clés Histotes, là, qui sont en fait les organes de conservation l'oïdium. Voilà, donc ils surveillent quand est-ce que les organes sont arrivés à maturité et quand est-ce qu'ils sont aptes à contaminer la vigne. Il y a aussi un réseau de parcelles sur lesquelles on réalise des analyses QPCR. Donc là, c'est fait à partir de prélèvements de feuilles et ça cherche à détecter la présence d'ADN d'oïdium dans les feuilles avant qu'on voit les taches. Donc tous ces OAD-là permettent de mieux comprendre la mise en place de l'épidémie. Et puis après, en cours de saison, on dispose d'autres indicateurs qui sont très anciens, qui nous permettent de définir le niveau de pression de l'oïdium pour l'année. Donc c'est ce qu'on appelle l'indicateur feuille ou grappe qui est réalisé à partir du réseau d'observation magistère parce que c'est le plus important et le plus ancien des réseaux au niveau des 3 départements. Si on en vient tout de suite aux produits, il y a un certain nombre de molécules qui sont évidemment pas concernées par la résistance vu leur mode d'action. Hein, c'est tous les produits à base de soufre. Et sur la deuxième ligne, là, vous avez les biocontrôles. Donc, vous en retrouvez pour un certain nombre, c'est les mêmes que ceux qu'on a déjà cités précédemment pour le mildiou. Sur ce tableau-là, c'est toutes des matières actives qui sont à ce jour pas concernées par la résistance. La spiroxamine, donc, que vous retrouvez dans les produits Prosperogar, la cyfluphénamide et les SDHI. Je vous ai remis quelques noms de produits pour mieux comprendre. Vous voyez qu'en termes de limitation, hein, ça reste à 1 ou 2 traitements maxi par an. Voilà, même si pour certains, dans l'homologation, on peut avoir un nombre supérieur à celui-là en termes d'utilisation.
Pour ces produits-là, on a de la résistance détectée en Champagne. Donc, pour certains produits, la métraphénone, donc on a dans les produits Vivando, Algèbre, on limite maintenant à un traitement, enfin depuis 2022, à un traitement par hectare et par an. Les essais qui ont été mis en place en 2022 pour déterminer s'il y avait un impact sur une éventuelle perte d'efficacité du produit au vignoble n'ont pas permis de conclure parce qu'il n'y avait pas assez de pression dans la parcelle d'essai. Donc, ce sera conduit en 2023. Donc, pour l'instant, on ne change pas la recommandation à traitement maxi. Et puis pour les deux autres produits, donc à base de prokinazide ou les IBS solo, on limite à une application maximum par an et plutôt en fin de programme lorsque la sensibilité des grappes à l'oïdium a commencé à diminuer. Donc à notre disposition pour construire un programme 2023 en anti-oïdium, on a des produits de biocontrôle dont le seul réellement efficace est le soufre. Et hors produits de biocontrôle, on a des produits, alors en produits non CMR, on en a très peu, hein, il y en a 3. Et en produits CMR2, il y a Prosper, Hogar, Floralis, Pyrox. Voilà. Et depuis l'an dernier, vous savez que les Luna et Yaris, donc les SDHI, là, sont classés CMR. Alors, c'est pas ni CMR1 ni CMR2, c'est une autre catégorie de CMR, mais voilà, ils sont quand même CMR. Alors, en termes de stratégie de traitement, le début de protection, on le décide en fonction de l'antériorité d'attaque sur grappe, et la fin de protection, elle est plus décidée en fonction du niveau de pression de l'année et de l'observation, enfin, et de la présence ou non de la maladie, grosso modo, à la fermeture de la grappe. Alors, pour le début de traitement, en termes de recommandations, la stratégie classique, c'est de démarrer à 7-8 feuilles étalées. Dans les parcelles à historique, on peut démarrer à 5 feuilles. On y gagne un petit peu quelque chose. Par contre, c'est absolument inutile de démarrer plus tôt que le stade 4-5 feuilles. Dans cet essai-là, l'objectif, c'était de vous montrer aussi différentes dates de début de protection avec différents types de produits. Donc, vous voyez, la modalité 1, donc c'est le témoin non traité, donc on est à 72% d'intensité. Dans la modalité 1, pardon, c'est du soufre à pleine dose toute l'année. La modalité 2, c'est la même chose, mais démarré à 5 feuilles étalées. La modalité 4, on intègre des produits classiques, un Luna de Vivando. Et la modalité 5, on commence directement avec du Luna à 7 feuilles étalées. Vous voyez dans les résultats que entre la modalité 1 et 3, on a le même niveau d'intensité, alors qu'on a démarré là à 5 feuilles contre 3 feuilles dans la modalité 1. Donc voilà, aucun intérêt à démarrer avant 5 feuilles. Et que la modalité 5, où on démarre seulement à 7 feuilles, c'est quasiment fait partie des modalités où il y a le moins d'oïdium. Donc cet essai-là a conduit à revoir un peu les préconisations en 2022 et à intégrer les SDHI, puisque Luna fait partie de ce groupe chimique-là, plutôt dans le programme que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, où ils étaient plus mis vraiment sur la fleur. Donc en résumé, on a essayé de vous positionner par rapport au stade phéno, les produits qui sont les plus intéressants techniquement, appliquer les meilleurs produits vraiment dans le cœur de programme de plus grande sensibilité où il faut vraiment éviter que l'oïdium s'installe. Hein, donc par exemple un Vivando, 2 SDHI, on a 2 Prosper au garde possible. Le soufre et le soufre poudre sont des biocontrôles qui sont très efficaces, donc on peut aussi les intégrer. Et puis à partir du stade, on va dire, nouaison, grenaille,
on peut commencer à partir sur des produits. Alors, le soufre reste très efficace, hein, mais on peut commencer à intégrer des produits dont on sait que l'efficacité est moindre ou des produits pénalisés par la résistance. Donc voilà, de façon très schématique, un positionnement un peu idéal des différentes matières actives pour avoir un programme Oïdium qui tienne un peu la route. Puis pour tous les traitements qui sont envisagés en renforcement en zone des grappes, du soufre suffit. Pour terminer sur l'oïdium, donc avec la partie en bio, donc le soufre, juste pour rappel, la révision de la molécule soufre est prévue au plus tôt à la fin de cette année. Donc, pour l'instant, on n'a aucune info sur rien, mais voilà, peut-être que ça va commencer au niveau européen à la fin de l'année. Ça fait partie toujours du biocontrôle du verre, donc ça veut dire que les applications de soufre ne comptent pas dans l'IFT, ils ne sont pas limités. Attention quand même parce que sur les produits de biocontrôle, plus généralement, il est bien vérifier les AMM parce qu'il y a certaines spécialités qui commencent à avoir des distances riverains ou des mentions abeilles aussi interdites pendant la fleur, etc. Donc soyez quand même attentifs à ça. Donc des distances riverains qui ne sont pas réductibles, hein. En tout cas, en bio, la stratégie soufre, elle reste la même qu'en conventionnel sur le début de protection, hein. Et puis pareil pour la fin. On sait que là, vraiment, la période de forte sensibilité, c'est là qu'il faut être très très prudent. Et on peut poudrer à partir du moment où voilà, on approche de la floraison jusqu'à début fermeture. Ça sert à rien de faire des poudrages sur des grappes fermées. Si l'oïdium est coincé à l'intérieur des grappes, ça ira pas le chercher. En tout cas, bien attention aux cadences, maximum 8 jours, au moins jusqu'à la formation des baies. Il faut que la protection oïdium, elle soit continue et sans trou. Ça, c'est hyper important. Notamment dans les années où il pleut pas beaucoup, où on a tendance à vouloir tirer les cadences. Il faut vraiment garder en tête que c'est pareil que pour le cuivre, quoi, le soufre il va être dilué dans la végétation. Donc, on ne tire pas les cadences à 10-12 jours sur des protections à base de 100% de soufre. Donc, bon, ça c'était l'essai pareil que tout à l'heure. Les conseils, c'est donc, on adapte la dose à la végétation. Donc, en début de campagne, hein, quand on commence entre 5 et 8 feuilles, on peut diminuer les doses de soufre pour les adapter à la végétation. Mais dans les parcelles sensibles, on remonte quand même assez vite aux doses homologuées dès qu'on approche de la floraison. Un petit rappel aussi sur les bonnes conditions de poudrage, parce qu'on voit des choses qui se font des fois un peu dommage de poudrer dans des conditions où ça va pas être efficace. Il faut vraiment que ce soit une journée ensoleillée avec une bonne luminosité, appliquée quand il n'y a pas trop de vent. Et voilà, c'est bien quand les températures montent entre 20 et 25 degrés la journée. C'est vraiment pour qu'il y ait un effet vapeur et que ce soit efficace. Donc, quand on fait un poudrage et qu'ils annoncent 3 jours de grisaille avec un peu de bruine, c'est pas la peine, ça sert à rien. Il faut vraiment qu'il y ait au moins des éclaircies d'annoncer et une température au-delà de 20 degrés. Et donc le dernier petit point d'attention, voilà, en année sèche, donc c'est ce qui s'est passé en 2020 notamment, où en fait il n'y avait pas du tout de pression mildiou, ils annonçaient jamais de pluie, et des vignerons pourtant en bio depuis très longtemps se sont fait avoir à tirer des cadences au moment du début de fleurs sur le soufre, et ça a laissé vraiment des trous pour que l'oïdium s'installe, et après c'était impossible à récupérer ensuite. Donc c'est pour ça vraiment bien voilà, blinder le début, pas laisser de trous. Et ensuite, s'il n'y a pas de symptômes dans les parcelles, on peut relâcher une fois que les baies sont moins sensibles. Voilà, donc tout ce dont on vous a parlé, les documents, etc. Donc c'est tout ce qui est donné aux adhérents des GDV, hein, qui est GDV dans la Marne, l'Aube et l'Aisne. Donc qui est vraiment du conseil en collectif, où on va reprendre toute la partie réglementaire.
Et on accompagne également des vignerons de façon individuelle, donc avec ce qu'on appelle Cap Performance, une quarantaine de vignerons dans la Marne. Donc si vous avez besoin d'appui sur la partie phyto, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Donc on a pris un peu plus de temps que prévu. Difficile de faire court sur cette thématique-là.